Saïdou Foncé dans ce reportage. Il s'agit de 3 gangs de présumés malfrats mis hors d'état de nuire par les fins limiers de la compagnie de gendarmerie de Garoua 3 dans la région du Nord Cameroun. Le premier gang est spécialisé dans les enlèvements et demande de rançon. Le deuxième dans le cambriolage des domiciles et des espaces marchands. Et la troisième bande des malfrats spécialistes dans le vol du bétail et avec à leur actif 31 têtes de bœufs emportées. Dans un premier temps, la victime de la demande de rançon de 2 millions a immédiatement saisi la gendarmerie et nous avons mis sur pied une stratégie qui nous a permis d'interpeller le commanditaire. Ce vaste coup de filet des éléments de la gendarmerie nationale s'inscrit dans le cadre de l'opération Adano, entendue à Damawa Nord, qui rentre ainsi à sa 4e phase. L'opération Adano qui est rentrée dans sa 4e phase depuis le 5 novembre dernier. La gendarmerie nationale, par le biais de la compagnie de Garoua 3, a mené des actions pendant 3 jours qui nous ont permis de produire un bilan tel que nous vous l'avons présenté tout à l'heure. Et au cours de la perquisition, des motos, des objets de valeur, des armes blanches, de la drogue et du chanvre indien ont été saisis entre les mains de ces présumés malfrats, et ce, grâce à la collaboration des populations. Ces actions n'ont pu être réalisées que grâce à la collaboration de nos valeureuses populations. C'est l'occasion pour nous ici d'encourager nos populations de dénoncer immédiatement auprès de la gendarmerie toute menace qu'elles subiraient allant dans le sens des demandes de rançon ou tout autre acte de grand banditisme. Et la gendarmerie fera le reste. Les autorités militaires annoncent que l'opération Adano à Damawa Nord va se poursuivre sur le terrain contre la criminalité transfrontalière et rurale, les prises d'otages et demandes de rançon et autres vols de bétail. Et en éducation, le ministre des enseignements secondaires, Pauline Nalova-Ayonga, a affirmé ce jour dans un communiqué qui a été rendu public que le vaccin contre le cancer du col de l'utérus administré aux jeunes filles de 9 à 13 ans n'est pas obligatoire dans les établissements secondaires. Une note qui a fait le tour de la toile, mais surtout une conversation qui a été au milieu des différents enseignants des établissements secondaires. Le reportage de Patingouagnan. Pauline Nalova-Ayonga, le ministre des enseignements secondaires, a rendu public un communiqué en rapport avec le vaccin contre le cancer du col de l'utérus administré aux jeunes filles dont l'âge est compris entre 9 et 13 ans. Le membre du gouvernement, s'adressant aux chefs d'établissement scolaire, renseigne sur le caractère non obligatoire de ce vaccin, faisant suite aux très hautes prescriptions du chef de l'État relatives à l'administration du vaccin contre le cancer du col de l'utérus administré aux jeunes filles âgées de 9 à 13 ans. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir informer les chefs d'établissement de votre territoire de compétence que le dit vaccin revêt un caractère non obligatoire et de ce fait ne saurait être une condition pour l'admission des jeunes filles dans les établissements scolaires, a écrit le MINISEC. Ce communiqué du ministre Nalova démontre que le gouvernement a écouté les réticences par rapport à ce vaccin venant de l'église catholique. C'est d'abord le diocèse de Bala avec à sa tête Monseigneur Luc Onambele qui a refusé de se soumettre à ce vaccin. Il a à ce fait adressé une correspondance aux responsables des écoles, des collèges, des églises et des formations sanitaires relevant de son diocèse. D'après Monseigneur Luc Onambele, ce vaccin ne change pas le développement de l'infection chez les femmes déjà malades. C'est pourquoi on l'administre chez les filles de 9 à 13 ans. Pourtant, les jeunes filles de cette tranche d'âge ont été moins représentées dans les essais cliniques qui ont été menés jusqu'à présent. Ce sont celles qui sont un peu plus âgées avec une grande immunogénicité qui ont participé à ces essais cliniques. Pourtant, la médecine basée sur l'évidence scientifique voudrait que les essais cliniques ne se limitent pas aux résultats intermédiaires, mais qu'ils aboutissent aux résultats définitifs. Suivant le pas du diocèse de Bala, celui de Konsamba a également interdit le dit vaccin
affirmant attendre la position officielle des évêques du Cameroun. Effectivement, au sortir de sa 45e session de leur assemblée plénière, les évêques de la conférence épiscopale nationale du Cameroun ont indiqué avoir eu une causerie avec une délégation du ministère de la Santé. Ils ont donc affirmé qu'au terme des échanges, ils ont pris acte du caractère extrêmement délicat de ce sujet qui mérite et exige une profonde réflexion aussi bien scientifique qu'éthique. Le débat est donc clos par ce communiqué du ministre des Enseignements secondaires qui réitère que le vaccin contre le cancer du col de l'utérus n'est pas obligatoire. Une précision qui en vaut la peine après une folle rumeur qui a circulé sur la toile, annonçant que les vaccins administrés aux enfants pourraient être des vecteurs d'infertilité dans les tout prochains jours en Afrique. Une précision aussi qui permet aux parents d'être avertis et de faire vacciner les enfants. Et toujours concernant le cancer du col de l'utérus, il tient de préciser que 40 femmes sur 100 000 chaque année sont victimes du cancer du col de l'utérus au Cameroun. Occasion pour la rédaction d'LTM Télévision de revenir sur cette maladie et l'ultime moyen d'éviter, c'est d'être avisé et cela passe par des dépistages systématiques. Les précisions de Marie Park-Setoulou dans ce reportage. Le cancer du col utérin est responsable de plus de 280 000 décès annuels à l'échelle mondiale. Environ 85% des victimes vivent dans des pays à faibles ressources économiques, dont l'Afrique subsaharienne. Les infections à papillomavirus humain, transmises en grande quantité sexuellement, sont une cause majeure du développement de cette forme de cancer. L'absence d'un dépistage systématique avec prise en charge appropriée des cas détectés explique la forte morbimortalité dans les pays à faibles ressources. Étalé sur une lame, analysée au microscope. Cette analyse va nous permettre de voir celles qui présentent des lésions qui peuvent aboutir au cancer, ce qu'on appelle la lésion précancéreuse. Et une fois le dépistage est fait tôt, alors il se traite. Ainsi au Cameroun, le cancer du col touche 40 femmes sur 100 000 chaque année en raison de 5 femmes pour 100 000 à Genève. Ces différences d'incidence entre les pays à faible ou fort pouvoir économique devraient encore augmenter avec l'introduction de la vaccination préventive contre le HPV, inaccessible actuellement pour les pays à faibles ressources. La plupart des femmes africaines qui meurent du cancer du col de l'utérus ont une cinquantaine d'années. Elles étaient mères ou grand-mères et jouent un rôle central dans la structure familiale. Celui-ci se retrouve fortement affecté par leur décès, avec pour résultat des enfants fréquemment abandonnés, vulnérables et pouvant se trouver dans la rue. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'en 2030, près de 450 000 femmes mourront d'un cancer du col utérin par an dans le monde. Plus de 98% des décès surviendront dans les pays à faibles ressources. C'est pour cette raison que depuis quelques jours, le vaccin contre le col de l'utérus a été mis à la disposition des jeunes filles camerounaises âgées entre 9 et 15 ans en âge de procréer. Cette mesure a été prise dans le but d'éradiquer au maximum le cancer du col de l'utérus au Cameroun. Une femme meurt quelque part, on dit cancer cancer de l'utérus. Donc on sait que ça tue. Si l'occasion nous est présentée qu'on doit venir pour connaître notre statut, il faut qu'on se dépêche. Cependant, plusieurs suspicions pèsent au sujet de l'efficacité de ce vaccin. Et à ce sujet, la ministre des Enseignements secondaires a réagi par le biais d'un communiqué faisant suite aux prescriptions du chef de l'État relativement à l'administration du vaccin contre le cancer du col de l'utérus administré à ces jeunes filles. La ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova-Yonga, a précisé que la vaccination revêt un caractère non obligatoire et que de ce fait, les vaccins ne sauraient être une condition pour l'admission des jeunes filles dans les établissements scolaires. Il reste donc aux parents de décider pour leur progéniture. Le cancer du col de l'utérus constitue l'une des plus grandes causes de mortalité en ce moment en Afrique subsaharienne, d'où l'impérieuse mission pour le ministère de la Santé d'éradiquer cette épineuse question de santé publique. Et toujours en santé, lutte contre le coronavirus et ses ravages, le ministre de la Santé publique, grâce aux différentes directives du gouvernement camerounais, a réagi sur la question, surtout revenir sur la situation de la pandémie dans notre pays. Lors de son intervention sur la chaîne nationale, le ministre de la Santé publique, le Dr Manoda Malachi, a parlé de ces faux tests faux tests du coronavirus enregistrés dans nos aéroports, mais surtout le nouveau cas de personnes infectées à la maladie détectées dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Je vous propose d'écouter un extrait de cette intervention sur nos antennes. Reportage. Le point aujourd'hui
affiche les cas confirmés de l'ordre de 22 548, soit des guéris, c'est-à-dire des rémissions, de l'ordre de 21 644. Et puis nous avons malheureusement enregistré 433 décès. Ça nous fait, pour être plus auprès de la réalité, environ 471 personnes qui sont en ce moment des cas actifs au Cameroun. Donc au niveau de nos unités de prise en charge, nous n'avons en ce moment que 31 personnes et 4 qui sont sous oxygène. Voilà un peu globalement la situation. Soit un taux de guérison de l'ordre de 96% et un taux de létalité de 1,9%. En comparaison maintenant avec le taux sur le plan national, sur le plan du continent, nous avons en termes de taux de létalité au niveau de l'Afrique 2,4% et au niveau du monde 3,7%. Permettez-moi de rectifier quand même que ce n'est pas que les Camerounais qui sont accusés de faire des faux tests en Europe, notamment à l'aéroport Charles de Gaulle. Il y a d'autres nationalités, mais pour nous, ce qui nous intéresse, c'est l'information. Du moment où nous avons eu l'information, nous l'avons portée à la très haute attention de M. le Président de la République, qui a pris une décision forte. Et le Président de la République, son Excellence Paul Biya, a décidé de faire tester tous les passagers qui débarquent au Cameroun, n'est-ce pas, par les aéroports de Yaoundé et Douala. Et donc cette mesure a été immédiatement répercutée aux autorités concernées. Notamment, nous avons saisi le ministre du Transport, nous avons saisi le gouverneur de région. Vous savez que c'est eux qui coordonnent sur le plan régional maintenant le plan de riposte. Ce que nous avons également fait, c'est de renforcer, n'est-ce pas, l'unité de poste aux postes frontières en matière de ressources humaines. Nous avons fait des infrastructures devant accueillir, mais en réalité, nous le faisons simplement en attente du déploiement de la société Meditest qui devrait pouvoir prendre le relais dans le cas de la décontamination, de la désinfection et puis dans le cas de testing au niveau des aéroports. Notre objectif ici, c'est d'éviter qu'il y ait des engorgements et donc de multiplier les équipes, mais de pouvoir au maximum réduire une éventuelle importation. Et depuis que nous avons mis en place ce dispositif, ça marche très bien. Non, ce n'est pas une vague de contamination comme j'entends et je lis sur les réseaux sociaux. En réalité, nous parlons là de 3 districts où on a eu un taux de contamination au-dessus de ce que nous avions l'habitude. Vous savez très bien que notre objectif, c'est de descendre en deçà de 100 cas par semaine. Et là, nous sommes, avec ces cas-là, nous sommes un peu plus au-dessus de 200. Et donc, ça a attiré l'attention tout de suite parce que vous savez très bien aussi que nous sommes en train de tester les enseignants, nous sommes en train de tester les élèves. Et donc, c'est juste dans ce sens-là. Et nous avons également les retours de vacances. Venant des pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie et tout le reste. Donc, je crois que c'est ça qui a fait en sorte qu'on ait un peu plus de cas. Mais rapidement, il y a les équipes qui sont descendues sur le terrain dans le cadre de la recherche active des cas et du suivi des contacts pour pouvoir rapidement, n'est-ce pas, circonscrire les cas et pouvoir tester tous les cas contacts. Et le moment venu, nous leur donnerons le traitement qu'il faut assez précocement. Donc ça se fait et nous avons élargi la mesure à tous les districts, les 190 districts que nous avons au Cameroun, dans le cadre de la surveillance active et la détection précoce à tous les niveaux. Ils entrent dans les communautés, ils entrent dans les formations sanitaires au niveau des portes d'entrée. Donc nous avons élargi cette mesure et je pense que ça donnera les fruits. Et vous venez d'écouter le ministre de la Santé publique, le Dr Manaoda Malachi, sur les antennes de la chaîne nationale. Et nous allons cette fois-ci du côté de Yaoundé où s'est ouverte la session parlementaire du mois de novembre 2020, session dite budgétaire. Et le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Guédibril, a réagi sur la situation des zones dites anglophones dans les régions du nord et sud-ouest Cameroun. Occasion de revenir aussi sur les violences que subissent les populations depuis quelque temps. Les précisions de Jean Oscar Libok et Mohamed Sombadou dans ce reportage.
À l'ouverture de la session de novembre, essentiellement consacrée au vote du budget 2021, le président de l'Assemblée nationale a fait un discours programme qui a eu de fortes ouvertures sur le massacre de Kumban, tout en interpellant les députés de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Les élites de ces régions apparaissent au plus urgent car Kumba les interpelle. De la paix, la responsabilité de la sécurité, la responsabilité de la libre circulation, c'est le gouvernement du Cameroun. Et donc le Parlement doit prendre ses responsabilités pour essayer de faire en sorte que ce gouvernement prenne finalement ses responsabilités. Parce que je crois qu'on a trop attendu. Et le cas de Kumba nous montre encore une fois que nous sommes très bons quand il faut pleurer, mais nous sommes très mauvais quand il faut agir pour éviter qu'on pleure demain. Les élus de la nation qui ont assisté à cette cérémonie d'ouverture n'avaient que ces mots aux lèvres. Trop c'est trop. Plus de sang innocent en sacrifice pour des causes non justifiées. Je salue les prises de position fermes qu'il a eues à l'endroit de la criminalité qui a cours dans une partie de notre pays et le fait qu'il ait effectivement martelé qu'on peut défendre toute cause, mais aucune cause, la défense d'aucune cause ne peut justifier qu'on s'attaque à l'école, qu'on s'attaque aux écoliers, qu'on s'attaque aux enfants. Aucune cause au monde ne peut justifier cela. Mais derrière cela, effectivement, il y a un autre appel que ce constat ou que cette fermeté renvoie. C'est qu'il faut qu'à cette session-ci, que les députés se penchent véritablement sur la crise anglophone. Parce que cette criminalité est interpellative à tout point de vue. Cette session qui aura aussi, au-delà de ces inclusions, élaboré un budget pour l'accélération du processus de décentralisation. Cette session va marquer quelque chose de positif parce que c'est la toute première pour le budget 2021. Donc il sera important que les décisions que nous allons prendre ici auront un impact sur le quotidien de nos populations pour 2021. Et c'est aussi l'occasion de conduire la politique du chef de l'État, des grandes réalisations. Donc je pense que ce sera une session âprement ouverte. En attendant, c'est parti pour un mois intense pour ces élus de la nation de tabler sur le budget du Cameroun 2021 et surtout sur les sujets de l'actualité de l'heure qui majoritairement heurtent les mœurs de la vie. Et le Parlement camerounais qui a donc siégé ce 12 novembre 2020 du côté de Yaoundé, les députés et les Sénats, une session ordinaire qui aura pour but l'examen et l'adoption du budget de l'État pour le compte de l'année 2021. Les précisions et les détails dans ce reportage que nous propose Jean-Marie Onambele. Proposer, examiner et adopter le budget de l'État pour l'exercice 2021, le sujet figure en bonne place de cette dernière session de l'année législative 2020. Une session qui s'ouvre ce jeudi 12 novembre 2020 à l'Assemblée nationale et au Sénat qui sera principalement consacrée à l'adoption du budget 2021 du Cameroun. Cependant, d'autres projets de loi pourraient se retrouver sur la table des discussions. Les discours attendus des deux présidents de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, et du Sénat, Marcenia Difendi, devraient renseigner sur les contours et l'agenda des travaux qui vont durer un mois. Une ouverture du Parlement camerounais qui se tient à un moment où le Cameroun s'apprête à organiser les élections régionales pour la première fois. Pour les députés de la 10e législature, ce sera également un moment fort sur le plan symbolique car beaucoup prendront part à un exercice inhabituel, celui de participer aux discussions liées à l'examen et à l'adoption du budget de l'État. Ce sera l'occasion pour les uns et les autres de marquer les esprits, surtout la jeune classe des élus du peuple. Comme de tradition, les deux chambres du Parlement se réunissent en séance plénière d'ouverture à 11h pour l'Assemblée nationale et à 16h au Sénat. Une séance d'ouverture qui va connaître aussi représentants du corps diplomatique. Cette session de novembre 2020 qui s'ouvre ce jour se fait aussi quelques heures seulement après que l'exécutif de la Et au sorti de cette session qui s'est tenue du côté de nos reporters depuis la ville de Yaoundé. Nous devons tout simplement dire que le discours du PAN a touché à cette troisième session de l'année législative 2020 s'ouvre. Nous pouvons dire notre satisfaction par rapport à cette vue d'ensemble de défis, mais nous devons dire également le ressentiment que nous avons de voir que par ce discours, l'Assemblée donne une onction à une solution du pouvoir exécutif dans la gestion de la crise anglophone qui nous semble discutable et qui est
discutable au sein de l'opinion nationale. Vous ne pouvez pas, dans une crise, aller au désarmement, démobilisation et réinsertion sans avoir signé l'arrêt des hostilités. Nous pensons que cette solution qui a été implémentée au sortir du grand dialogue est discutable et est discutée profondément aujourd'hui au sein de la nation. Que l'Assemblée prenne la position pour soutenir cela nous semble un peu... en fait, nous ne soutenons pas ça. Nous pensons qu'on se serait attendu à ce que le président de l'Assemblée lance un appel à l'endroit des différents acteurs et des élites pour qu'on refasse le dialogue, un dialogue véritablement inclusif et franc, à l'effet de trouver des solutions véritables à cette crise pour aller à la signature de l'arrêt des hostilités avant de passer au désarmement, démobilisation et réinsertion. Nos attentes sont celles du peuple. En réalité, le peuple attend de manière efficace et de manière efficiente que les projets qui ont été déjà implémentés et arrêtés à cause du Covid puissent continuer et maintenant qu'on puisse minimiser au maximum des budgets budgétivores, si je peux m'exprimer ainsi, pour se concentrer à l'essentiel, notamment le décollage national de notre économie nationale, en mettant un impact sur l'agriculture et la transformation locale. Parce que nous pensons qu'en transformant localement, il y a la plus-value et il y a maintenant la valorisation des produits camerounais. Les maires et les cadres du Minepat se sont retrouvés dans la ville de Konsamba, dans le département du Mongo, pour une concertation sur les collectivités territoriales décentralisées. Il était question de revenir sur la budgétisation de leurs projets à financer par les dotations transférées au titre du budget d'investissement public de l'exercice 2021. Quelques extraits choisis par notre reporter Jean-Marie Onambele. Booster le degré d'efficience des projets d'investissement public dans le département du Bongo, ceci pour un développement local, c'est le message d'espoir envoyé lors de la rencontre du cadre de concertation spéciale pour l'accompagnement des collectivités locales décentralisées au niveau de la budgétisation de leurs projets à financer par les dotations en investissement transférés. Une réunion qui voit la présence de quelques chefs des exécutifs municipaux du département du Bongo et des responsables du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Au terme du conclave, ce sont des maires déçus qui s'expriment. Nous les maires, nous sommes très déçus. Et si vous avez observé dans la salle, vous avez vu qu'il y a très peu de maires. Très peu de maires pour quelle raison? Parce qu'il y a de cela un mois, nous avons eu à faire les mêmes exercices. Nous avons maturé les projets que nous avons transférés au Minepat. Mais nous sommes surpris aujourd'hui que dans la liste des fonds transférés qui ont été transférés par différents ministères, ces transferts ne correspondent en rien à ce que nous avons maturé en termes de projets. Et nous voici encore ici aujourd'hui pour maturer les mêmes projets. Donc on a l'impression qu'on tourne en rond. Mais pour le Minepat, la conjoncture a amené à resserrer les lignes. Alors l'État traverse une période difficile. Il est nécessaire pour chaque acteur d'apporter sa contribution face à cette crise. Les ressources sont devenues rares, mais les ressources disponibles doivent être utilisées de manière efficace et efficiente. Voilà pourquoi cet atelier lancé par le Minepat vise à faire des arbitrages en fonction des ressources disponibles au niveau de la dotation mise à la disposition des maires. Les exécutifs municipaux du Mongo sont clairs, l'argent y est, c'est la volonté du gouvernement qui manque. Aucune mairie n'est capacité, que ce soit pour entretenir les routes ou pour enlever les ordures ménagères. Pourtant il y a de l'argent. Quand les gens nous parlent de la rareté, moi je crois que ce n'est pas un problème de rareté, c'est l'utilisation de fonds qui fait problème dans notre pays. Parce que quand on regarde le train de vie des uns et des autres, on se demande exactement comment est-ce qu'on peut nous dire que l'argent, il n'y a pas de l'argent. Pour plus d'efficacité et afin d'éviter la forclusion, les gravités des risques et les erreurs, les cadres du Minepat ont opté pour les projets maturés. Par le passé, on avait des budgets qui étaient un peu plus grands, mais on avait le malaise d'avoir les projets pas tous à maturation complète. Ce qui fait que beaucoup de ces projets rentraient en forclusion et ne nous permettaient pas d'atteindre un taux d'exécution optimum de 100%.
Maintenant où les ressources sont réduites, nous essaierons de compenser ce gap en présentant des projets qui sont tous jugés à maturité complète afin qu'on puisse ressentir les effets des ressources disponibles dans l'exécution des projets. Les maires, quant à eux, brandissent la menace du rejet de ces BIP et appellent à l'arbitrage du chef de l'État. Moi, j'aurais souhaité que les maires rejettent en bloc toutes ces dotations qui ont été mises à leur disposition parce que c'est une moquerie à la limite. De mon point de vue, il faut rejeter complètement ça. Nous sommes dans l'obligation de prendre des actions pour ce qui me concerne pour bousculer tous ces gens-là qui entourent le chef de l'État et qui ne veulent pas créer de la décentralisation. Comment comprendre que dans notre pays, à chaque fois que le chef d'État prend la parole, il parle d'harceler la décentralisation. Mais nous observons sur le terrain que cette décentralisation n'a même pas encore démarré. Donc nous sommes assez déçus et nous sommes très remontés. Il faut dire que concernant l'exécution du BIP, budget d'investissement public dans le département du Mungo, beaucoup d'eau risque encore couler sous le pont. Et dans la ville d'Edea, située dans le département de la Sanaga-Maritime, ils sont nombreux formés et outillés sur les procédures de paiement de l'impôt libératoire et les pensions retraites. C'est à la faveur d'un séminaire de formation qui a eu lieu dans la ville. Le compte rendu de Zobel Apollinie Ambon et Jean Blestonier dans ce reportage. Le séminaire organisé par la délégation départementale du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat a permis aux artisans de bénéficier de l'expertise des experts en fiscalité et en prévoyance sociale. Depuis que je suis dans l'artisanat, c'est la première fois que nous ayons une réunion pareille. Je suis satisfaite parce qu'on nous a éclairés dans beaucoup de domaines que nous ne connaissons. Nous étions ignorants, mais nous avons été éclairés à partir des formations, à partir de l'allocation à la CNPS, au niveau des finances, donc de nos droits et de nos devoirs. Ce mécanisme de formalisation permettra à ces derniers d'être pris en compte et d'avoir un passeport à des éventuels appuis de financement de leur ministère de tutelle. Il est important qu'ils s'affilient à la CNPS suite à un certain nombre d'avantages qui leur sont alloués. Ils auront par là la possibilité d'avoir accès à une pension retraite, même si avec les cotisations, il s'agira pour eux de prendre la mesure des actes qu'ils vont poser, des activités qu'ils vont mener sur le terrain, de prendre la mesure des avantages qu'ils pourraient avoir dans l'une ou l'autre de leurs activités. C'est sous la présidence du premier adjoint préfectoral que les travaux s'y sont déroulés. Et nécrologie, dans ce journal, le président de la République du Cameroun a personnellement préparé ce jeudi 12 novembre 2020 à l'hôpital général de Yaoundé à la levée de corps de sa sœur aînée, Madame Veuve Bidjan, née Régine Ngonda, décédée le 31 octobre 2020, dernier de suite de maladie à l'âge de 102 ans. Aux côtés de son excellent Monseigneur Jean Baga, Madame Veuve Bidjan, née Régine Ngonda, sera inhumée samedi prochain à Mvomeka. Une grande veillée est prévue ce soir à Menga en présence du couple présidentiel. 2022 organisé par le Cameroun. Les Lions sortent vainqueurs de cette rencontre qui les opposait à l'équipe du Mozambique. Score final de la rencontre 4 buts à 1 en faveur de la rencontre. Le match a été diffusé en direct sur la chaîne nationale et le stade de la réunification de Bépanda qui a donc abrité un match officiel 22 ans après. D'ailleurs, ce match a permis de constater la beauté de ce stade rénové et réhabilité pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022, mais aussi le CHAN qui est prévu dès le mois de janvier de l'année prochaine, l'année 2021. Bravo aux Lions indomptables du Cameroun. Et puis à l'international, dans ce journal, on parle de la recrudescence des personnes infectées à la opération pour permettre le retour des étudiants à la maison en toute sécurité. Les Britanniques seront dépistés 2 fois avant de partir en vacances.
puis se verront attribuer des dates de départ spécifiques pendant au Covid, battent des records avec plus d'1 million de cas positifs. Les hôpitaux sont débordés. Le gouvernement a décidé de transférer certains malades dans un grand hôtel de Rome, équipé pour l'occasion de tout le matériel médical pour traiter les patients à différents stades de la maladie. Beaucoup de médecins appellent à un nouveau confinement national. D'ailleurs, dans son combat contre la pandémie, les commerces doivent désormais fermer à 19h, les restaurants se contentent de la livraison à domicile, les grandes écoles et les universités passent à l'enseignement. Si ça avait été le cas, nous ne serions pas dans cette situation aujourd'hui. Grippe, c'est plus que ça. 21h et 5h du matin. De l'émission matinale Coco et Cori à 7h55 avec Zobel Aponinian. Bon à 13h le journal de la mi-journée, 17h30 le journal en langue anglaise. Au revoir à tous.